Juillet 2019, c'est bientôt la Tabaski, hein? C'est bientôt la Tabaski. Bonsoir, chers mais téléspectateurs. espérons que ce ne sera pas la Tabasquerise. Hein? Espérons, oui, voilà. Bonsoir, chers téléspectateurs. C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine d'information L'Essentiel. Un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs à partir de 18h45, mais également un plaisir de partager ce plateau avec Abdoulaye Mbow. Bonsoir, Abdoulaye. Bonsoir à toi, Aïcha, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Mardi de chaleur. Mardi de chaleur à tous les niveaux, tant au niveau moral, tant au niveau physique, voilà, qu'au niveau du climat. Mais prions comme tu l'as si bien dit, c'est bientôt la Tabaski, et prions que chaque Sénégalais puisse véritablement trouver son mouton à bon prix, et que les forces de défense et de sécurité qui veillent chaque jour à la sécurité des citoyens soient véritablement au devant de la scène, parce qu'à l'approche de chaque fête, quand même, on assiste à des séries de cambriolages et d'agressions. Il faut que ça cesse. Heureusement que la police et la gendarmerie sont là pour veiller à la bonne sécurité de Nene Aïcha. Alors moi je fais un coucou à Boubacar Ba du Forum du Justiciable, mais je t'ai posé une question, est-ce que tu as un mouton? Parce qu'il y a le groupe des médias quand même qui offre des moutons en ce qui me concerne, aux auditeurs et téléspectateurs. J'ose espérer qu'à l'approche de la Tabaski, je ne m'exclamerai pas Y'en a marre, parce que tout simplement je n'aurais pas trouvé de mouton. Mais comme je l'ai dit, prions et touchons du bois, parce que chaque Sénégalais, où qu'il puisse se trouver, dans les 14 régions et les 45 départements et les 557 collectivités territoriales, doivent et méritent d'avoir un mouton pour la fête de la Tabaski. C'est la plus grande fête musulmane. En tout cas, on l'attend avec impatience. Alors, nous sommes ce soir avec Alioune Sané, coordonnateur du mouvement Y'en a marre. Vous allez bien? Oui, et vous, comment allez-vous? Très bien. Merci. En couleur. C'était mon ancien compagnon de guerre, hein, tu sais. De Y'en a marre? Non, du tout. C'est au moment où il était encore journaliste et que nous partagions le terrain avec Fadel Barro et tant d'autres journalistes, Ousseynou Baldé, Yahya Mansali, Arouna Fall et tant d'autres. Nous avons véritablement été sur le terrain ensemble. Ouais. Il y en a toujours marre ou... Effectivement. Vous en avez toujours marre ou peut-être envie? Oui, ça dépend de ce dont on a marre en fait. Ouais. La Tabaski, rassurez-moi, non. Comment? Vous en aurez envie de cette Tabaski, hein? Oui. Envie d'avoir un mouton. C'est une fête et c'est en même temps une vraie casse-tête pour les pères de famille, les chefs de famille. Quand on était jeune, on s'en rendait pas compte. Mais avec l'âge maintenant, on devient père de famille, on se rend compte que c'est pas évident. Donc, mais c'est une fête et je prie Dieu que tous les Sénégalais puissent avoir un mouton et surtout yombalal mbiri quoi, parce que on ne peut pas avoir les possibilités d'un mouton à 100 000 francs et vouloir d'un mouton à 250 000 aussi. Ça c'est un problème au moins sénégalais. Il faut y aller selon ses moyens parce que il y a un lendemain de Tabaski. Voilà. Alors rassurez-vous, il y a toujours le groupe des médias qui vous accompagne tout au long de cette Tabaski en offrant des moutons. Alors ce soir, nous parlons de l'activisme au Sénégal. On entend parler, il y a eu des arrestations. Il y a eu l'arrestation de Guy Marius Sagna, mais aussi de Adama Gaye, qui sont tous deux des activistes. Alors on se pose cette question, quel est le rôle aujourd'hui de l'activiste? Merci beaucoup. Moi, je n'aime pas trop le terme activiste. Ah oui. Moi, je préfère militant. Militant? Ouais, du pour une militantisme. cause? Les citoyens qui militent pour une cause. Moi, ce que je dirais, c'est que le Sénégal n'est pas en marge du monde. C'est pas un pays qui est en marge du monde. Je vous donnerai l'exemple, par exemple, si vous allez aux États-Unis. Si vous allez aux États-Unis, le citoyen américain le plus reculé dans Idaho, il y a des outils qui ont été mis en place par l'État fédéral pour qu'ils puissent voir l'argent de l'USAID là, c'est-à-dire c'est l'argent du contribuable américain qui est après une partie est prise pour aider certains pays sur les problématiques de développement. Les citoyens américains, il y a des outils aux États-Unis qui leur permettent de voir est-ce que l'école qui est prévue à Gossas a été bien et bien construite. En fait, il y a une redevabilité. Et moi, j'ai l'habitude de dire que les gens, ils ont souvent tendance à dire que le président américain est le président le plus puissant, c'est l'homme le plus puissant au monde. C'est l'homme le plus puissant au monde. Et moi, j'ai l'habitude de dire en même temps qu'il n'en demeure pas moins qu'il soit le président le moins libre. Parce qu'il y a une opinion publique forte aux États-Unis
les citoyens, à travers leurs associations, à travers beaucoup d'instances, veillent au grain, participent au débat public et parler d'une grande démocratie quand voilà. même. Hein. Mais il y a les États-Unis, mais aussi, je vous donne le dernier exemple que j'ai pu voir, le Ghana, qui est à côté. Est-ce que vous savez que quand le Ghana est revenu de la Coupe d'Afrique, le ministre ghanéen des sports, il a fait un bilan. Il a fait un bilan chiffré de la participation du Ghana à la CAN. L'argent qui a été injecté dans la préparation, les frais qui ont été faits, ce qu'ils ont reçu de la CAF, ils ont fait la différence pour dire voici ce que la campagne a coûté au peuple ghanéen. Et ça a été rendu public. Ce qui fait ça, c'est que de plus en plus au Ghana, il y a des citoyens qui s'engagent, qui militent pour une meilleure gouvernance, pour la transparence et tout. Ça a été un processus et de plus en plus, je pense qu'il est en train d'arriver à un certain niveau où les autorités n'ont pas autre choix que de mettre en place des outils de transparence. Alors, quel est le rapport? Le rapport avec le Sénégal. Oui. Moi, les militants, en fait, c'est des citoyens comme tous les citoyens qui, pour la plupart, en tout cas en ce qui nous concerne, n'ont pas choisi de militer dans des partis politiques pour aller à la conquête du pouvoir, qui ont même d'autres métiers, qui peuvent être journalistes, qui peuvent être artistes, qui peuvent être maçons, qui peuvent être cadres de banque, mais qui sont préoccupés par une cause ou une problématique et se mettent avec d'autres citoyens pour se battre pour l'avancée de cette cause-là. C'est ça le militantisme. Et pour le cas du Sénégal, mais vraiment, comme on le dit au Wolof, Sénégal fi mu toll. Et le rêve que cette jeunesse, cette génération a pour ce pays-là, parce qu'on voit ce qui se passe ailleurs. Je ne vous parle même pas des États-Unis ou de l'Europe, mais de l'Afrique. Quand vous allez même au Cap-Vert d'à côté, sur les problématiques de gouvernance, les citoyens voient tout ça et ils rêvent de cela. C'est pourquoi, à leur manière, selon les outils qu'ils ont, surtout les technologies nous permettent aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, de pouvoir même faire parfois, je ne dirais pas du journalisme citoyen, mais des reporters citoyens qui rendent compte de faits, qui donnent leur opinion, qui font des lives et tout, c'est des outils. Maintenant, des outils qui doivent être utilisés dans le bon sens, ça c'est vrai. Mais je dirais que l'activisme, comme vous le dites, et moi le militantisme, comme je le dis, est quelque chose de très positif pour notre ère. Encore une fois, le Sénégal n'est pas en marge du monde. Au contraire, c'est des citoyens qui sont préoccupés du devenir de ce pays-là et qui s'engagent à faire pousser des causes qui leur tiennent à cœur. Et pour le cas du Sénégal, notamment la problématique de la gouvernance, la problématique de la démocratie et de la question de la justice préoccupe beaucoup les citoyens parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ces différents... Aliou, et quand on regarde un tout petit peu, si on fait un petit peu l'historique, au début, à la fin des années 90 et tout au long du début des années 2000, on sentait beaucoup plus un activisme culturel parce que le message principal de ce militantisme dont vous parlez était beaucoup plus porté par des rappeurs qui véhiculaient un message. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de citoyens qui s'engagent à travers des organisations, des associations, etc., ou qui sont seuls et qui mènent des combats dans ce sens-là. Qu'est-ce qui a changé? Sinon, qu'est-ce qui a évolué? En fait, vous savez, les technologies ont permis de décloisonner les espaces de prise de parole dans l'espace public. En fait, c'est ça. Les hommes de culture, ils avaient des plages, ils avaient des cadres qui leur permettaient de s'exprimer à travers des concerts, à travers des cassettes qu'ils sortaient à l'époque, à travers les radios qui leur ouvraient leurs portes et tout. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être un artiste ou bien d'être même un homme public pour pouvoir parler et s'exprimer et avoir de l'impact. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, les réseaux sociaux permettent à un citoyen qui est à Ourossogui, il suffit juste qu'il ait la connexion pour pouvoir faire des commentaires sur l'actualité, faire des vidéos, faire des lives, faire des audios qui tournent sur WhatsApp et sur tous les autres réseaux. Je pense qu'il y a le monde qui évolue, les technologies aidant, je pense qu'il y a une certaine démocratisation de la prise de parole dans l'espace public qui s'opère.
repères, au-delà de ce qui était de façon classique considéré comme étant ceux qui avaient droit à la parole, parce que ça aussi c'est l'une des problématiques, même qui ont favorisé l'avènement de mouvements citoyens comme Y'en a marre et d'autres. Parce que les citoyens, jusque-là, les cadres d'expression étaient pour la plupart les partis politiques, les leaders politiques, les responsables des jeunes des partis politiques, les artistes et tout, mais il y a eu toute cette majorité silencieuse-là, le maçon, juste le cadre qui ne fait pas partie de tout ça, mais qui veut un cadre d'expression de sa citoyenneté. Et c'est en cela que des mouvements comme Y'en a marre ont pu cristalliser en fait cela et donner ce cadre-là aux jeunes. Et aujourd'hui, par exemple, si vous allez à Thiès, il y a le jeune Salif de l'esprit Y'en a marre qui est là-bas. Il ne s'est pas engagé en politique, il n'est pas artiste, il n'a pas tous ces cadres-là. Mais grâce à Y'en a marre aujourd'hui, un mouvement citoyen, il compte à Thiès. Il compte à Thiès, sa voix elle compte et il a l'opportunité avec d'autres jeunes qui ne sont pas dans les partis politiques et tout ça, de pouvoir exprimer leur point de vue et pouvoir participer effectivement aux efforts de développement au niveau local. Parce qu'au-delà de contester aussi, le militantisme aussi permet à des citoyens de pouvoir participer, de pouvoir proposer et de façon active de pouvoir s'impliquer dans la marche des choses. Alors, vous parlez de fonctionnaires. Il y a certains fonctionnaires qui, après un travail effectué dans la grande famille de la justice, utilisent justement les réseaux sociaux pour donner leur avis sur des points de vue politiques, économiques. Néné, c'est ce monsieur qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Et l'âge Aya Boun Malik Diop, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Vous allez bien? Je me porte à merveille, vous-même. Du Sud-Just? Oui. Le Sud-Just se porte bien à présent? Effectivement, le Sud-Just se porte à merveille. Super. Alors, nous parlons de l'activisme au Sénégal ou du militantisme, comme il l'a dit. Alors, quelle perception avez-vous de comment percevez-vous l'activisme ici au Sénégal? Bon, moi, en ce qui me concerne, je trouve que aujourd'hui, la prise de parole en public est démocratisée. Chacun a droit au chapitre et c'est très bien parce que nous sommes dans une démocratie, on est dans une république, la voix de chacun compte. Mais il faut savoir que nous sommes dans une société et quand on dit société, il y a forcément des règles sociétales qu'il faudrait respecter sans lesquelles on verse dans l'anarchie. Et de plus en plus, je constate qu'il y a une violence verbale dans la prise de parole publique, dans les prises de position, dans le cadre même de la citoyenneté. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que les gens croient qu'il n'y a de violence que dans son aspect physique. Or, la violence peut avoir un aspect plus pernicieux, c'est-à-dire la violence émotionnelle qui découle de la véhémence verbale, que l'on constate parce qu'il faut savoir qu'il y a des propos qui peuvent faire plus mal qu'une balle de revolver. Je l'ai dit tantôt dans une